don't want my baby back. Now, you gonna help me or not? Well, where's he now? Oh, in Sugar Land. J'imagine que tout le monde connaît Steven Spielberg dans la salle. Il y en a-tu qui ne connaissent pas? Non? OK. Il y en a-tu qui n'ont jamais vu Sugar Land Express? Je m'en souviens. Ah, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on fait cette soirée-là. Donc, Sugar Land Express, c'est le premier film que Spielberg a tourné pour le cinéma. Il avait tourné juste avant, en 71, il a tourné Duel, qui est un téléfilm. Ça n'a pas été assez pour qu'on se souvienne du nom de Spielberg. Son nom, on s'en est souvenu quand il a réalisé Jaws en 1975. Entre-temps, c'est ça, il a réalisé Sugar Land Express. Ça a plus été perçu comme un véhicule pour Goldie Hawn, l'actrice. Je pense qu'à l'époque, elle jouait dans une série qui s'appelait Laugh-In. Puis c'était une comédie, puis je pense que les gens s'attendaient à une comédie en allant voir Sugar Land Express. Puis je pense que le film n'a pas marché du tout publiquement. Mais je tiens à préciser que c'est quand même le seul film de Spielberg qui a été sélectionné à Cannes en 1974. Il a gagné le prix du meilleur scénario cette année-là. Donc ça a été quand même un succès critique. Donc voilà, c'est ça. Ce soir, on a Sylvain Lavallée de Panorama Cinéma qui va venir nous initier au film. Si vous ne connaissez pas Panorama Cinéma, je vous encourage fortement à aller voir ça. C'est un webzine, vous pouvez y aller sur Internet, aller lire leurs textes. C'est vraiment les meilleurs textes sur le cinéma. Je les lis depuis plusieurs années. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils mettent ils ne sont pas élitistes. Ils mettent le même soin sur des textes sur Conan le Destructeur que sur un film de Tarkovsky à côté. C'est ça que je trouve ça super intéressant. C'est ça, quand Spielberg a sorti son dernier film cette année, en mars, moi j'ai été extrêmement déçu. Je suis allé voir sur Panorama Cinéma. Sylvain il écrit un texte incroyable sur Ready Player One. Puis il a mis le doigt sur toute la richesse du film qui m'avait complètement échappé. C'est ça, je me suis dit, bon, ce soir, ça nous prend Sylvain Lavallée pour Sugar Land Express, absolument. Je vous laisse avec Sylvain. Que je remercie d'être là. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir invité ici. Merci aussi de ce que tu dis sur Panorama, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être ici. J'ai préparé quelque chose parce que je ne suis pas très bon à l'oral. En fait, j'ai besoin d'un appui sur un texte. Oui, c'est ça. Donc, je suis vraiment content en fait, que Mathieu m'a invité à venir présenter le film qu'on va voir aujourd'hui parce qu'effectivement, je suis vraiment un grand fan de Spielberg. C'est un cinéaste qui me suit depuis très longtemps. J'ai été élevé avec ses films, dans les années 80, tous les films produits par Spielberg aussi, avec Emblem. Donc, c'est un de mes premiers amours cinéphiles. Ça me fait plaisir aussi de venir présenter ce film-là, justement parce qu'il n'est pas très connu. C'est pas un film qu'on projette souvent, c'est pas un film dont on parle dans sa filmographie. Et pourtant, même si c'est son premier long-métrage de cinéma, je pense qu'on a quand même l'essence du cinéma de Spielberg est déjà là, on la sent. Elle était aussi dans Duel, mais peut-être encore plus clair, je trouve, dans Sugar Land Express. Donc c'est ça, juste pour rappeler un peu le contexte. Mathieu l'a fait, on peut rajouter aussi que le film est sorti donc, au milieu des années 70 dans le Nouvel Hollywood, qui était à l'époque célébré pour la grande liberté artistique donc, des cinéastes américains. Spielberg qui était ami avec du monde comme Scorsese, Coppola ou George Lucas. Donc lui c'est un peu le dernier arrivé sur la scène en fait. Tous ses amis avaient déjà fait leur premier grand film, Mean Street ou The Godfather ou ces trucs-là. Et donc Spielberg arrive un peu après avec son Sugar Land Express, qui est peut-être le seul film dans cette filmographie qu'on peut vraiment insérer assez bien dans cette esthétique-là, en fait, dans ce courant-là, si on veut, du cinéma américain. Parce que, comme Mathieu l'a noté, tout de suite après, il fait Jaws, qui est généralement le film qu'on considère comme le premier blockbuster du cinéma et qui a mis fin au Nouvel Hollywood parce que tout d'un coup, les producteurs ont regardé qu'il pouvait faire de l'argent. Fait qu'ils ont décidé qu'on n'allait plus donner d'argent à des films artistiques qui ne rapportent pas. C'est bon, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu l'histoire qu'on raconte d'habitude. Donc, Sugar Land Express, c'est un film qui se distingue particulièrement dans les films de Spielberg, entre autres parce que c'est un des rares films qui se situe dans un univers contemporain.
En général, chez lui, on est soit dans un distant passé, dans ses drames historiques par exemple, ou sinon on est dans un contemporain, mais qui est toujours teinté de merveilleux ou de science-fiction. Donc on est dans un ailleurs un peu merveilleux. Et il y a une espèce, on peut faire une espèce de fil dans sa filmographie au tout début, où à partir de Close Encounter of the Third Kind, qui est le film qu'il va faire après Jaws, on a l'impression que Spielberg va s'envoler avec son personnage à la fin du film. Il part dans un ailleurs merveilleux. Il va quitter l'Amérique qu'il avait dépeint avec une certaine... l'Amérique contemporaine, en fait, qu'il regardait avec attention dans ses premiers films, duquel s'est détaché par après un peu. Donc, cette proximité-là avec la réelle, on la retrouve peu après dans son cinéma. Dans Sugarland Express, en fait, c'est qu'il adapte une histoire vraie, qui s'était passée peu de temps avant la production du film. C'était celle d'un couple de fugitifs qui ont kidnappé un policier pour aller retrouver leur enfant dont ils avaient perdu la garde. Spielberg va aussi tourner dans les lieux réels des événements, donc au Texas, mais aussi dans le pénitencier qu'on va voir au début, où le père avait réellement été détenu. Juste pour résumer un peu les faits réels, en fait, le personnage du père, Robert Dent, dans le film, au début, on le voit qu'il s'évade de prison. En réalité, il ne s'est pas évadé de prison. Sa femme, en fait, ils n'avaient pas l'idée au départ d'aller rejoindre leur enfant. C'est qu'ils ont kidnappé, c'est un peu idiot, en fait, j'ai jamais trop compris qu'est-ce qu'ils vont porter à faire ça. Parce que leur voiture est tombée en panne. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la police, on va kidnapper le policier, mais on va partir avec leur char. Et là, ils se faisaient poursuivre par la police, évidemment. Puis après un bout de temps, ils ont fait comme, d'abord, on va aller rejoindre nos enfants, puis on va négocier de revoir les enfants de la femme, qui est en fait des enfants de son ancien mariage, et on va libérer l'otage à ce moment-là. Et voilà, donc Spielberg s'est inspiré de cet événement-là avec ses scénaristes, en fait. Il a gardé quelques éléments. Entre autres, on voit souvent dans le film une longue file de voitures qui suit les deux fugitifs, ce qui s'est passé pour vrai. Apparemment, il y avait vraiment des dizaines de chars de police qui les suivaient attentivement de loin, en attendant de voir qu'est-ce qu'il fait. Il y a une scène aussi qui vont s'arrêter à une station-service, on leur laisse le temps de faire le plein et tout, ça serait passé pour vrai aussi. Et la fin, en fait, de l'histoire est relativement semblable aussi. Donc, pour Sugarland Express, donc ça vient après Duel, un peu après, comme il disait. Déjà, on est dans deux films de char, donc on voit une certaine continuité dans son cinéma, deux types de road movie. Mais aussi, il y a toute la figure du père qui est vraiment très importante chez Spielberg, qui était déjà aussi dans Duel, où on avait un homme en voyage d'affaires on avait l'impression, en fait, à travers le film, il fait des conversations téléphoniques avec sa femme, et on a l'impression, en fait, qu'il est en train de fuir une confrontation. Et il y a tout un sous-texte, en fait, dans le film du père qui essaie de retrouver sa virilité, en fait, en se battant contre une espèce de camion meurtrier. Et c'était un peu le thème Spielbergien par excellence qu'on commençait à se voir profiler, donc sur les peurs paternelles envers la famille. Dans Sugarland Express, donc, on va retrouver ça encore. Mais il y a une certaine inversion dans la prémisse, puisque cette fois-ci, en fait, les parents vont courir vers leurs enfants. Et ça, c'est assez unique, en fait, dans le cinéma de Spielberg, parce que d'habitude, tous ces films prennent le schéma inverse, où les pères ont tendance à fuir la famille. C'est des pères irresponsables, comme dans Duel, justement, ou dans La Guerre des mondes, quand c'est Tom Cruise qui veut ramener ses enfants à leur mère pour s'en débarrasser. Dans Hook, c'est Peter Pan qui s'est éloigné de ses enfants, ou dans Close Encounter of the Third Kind aussi, où c'est Richard Dreyfuss qui va fuir sa famille pour aller retrouver les extraterrestres. Donc dans Sugarland Express, on a une structure un peu différente, parce que Spielberg va faire un contraste entre les deux fugitifs qui, eux, essaient de retrouver leurs enfants. Puis autour d'eux, on va voir en fait plusieurs figures paternelles dans les personnages secondaires qui, eux, vont essayer ils renient en fait leurs enfants publiquement. Il y a le père de Goldie Hawn, par exemple, qui va la racheter. Il y a un autre père qu'on voit qui va racheter son fils prisonnier. Il y a des chasseurs qu'on voit qui font une chasse à l'homme pour essayer de tuer les fugitifs. Ils amènent leur fils avec eux. Donc on a toutes des mauvaises figures paternelles autour d'eux qui font un contraste avec donc, les personnages principaux. Donc c'est ça, c'est à travers cette image-là d'une famille brisée, en fait, que Spielberg fait son portrait de l'Amérique. Puis dans ces films, en fait, c'est toujours structuré autour du noyau familial. Et essentiellement, on peut dire que ces films les plus optimistes, c'est ceux où la famille va être reconstituée à la fin, si on pense à E.T. par exemple. Puis ces films les plus pessimistes, c'est ceux où la famille est brisée de façon irrémédiable. En particulier dans ces films de science-fiction qu'on voit dans les années 2000, Intelligence artificielle, Minority Report, puis La Guerre des mondes. Mais Sugarland Express, puis donc, même si c'est essentiellement une comédie, c'est une comédie satirique, mais c'est quand même un des films les plus pessimistes de sa carrière.
Donc, les films de Spielberg se structurent autour de la famille, mais aussi autour du regard de l'enfant, ou en tout cas d'une espèce de regard naïf sur le monde qui va être mené à se perdre quand il va rencontrer le monde des adultes. Donc, dans le film qu'on va voir, mais les deux personnages, en fait, c'est des adultes qui sont encore des enfants, en gros, qui sont très naïfs, qui rêvent à reconstituer leur famille, mais ils n'ont aucune conscience de leurs actions. C'est justement, ils kidnappent un policier sans penser que c'est pas la meilleure manière de retrouver leur enfant. Ils ne voient pas que la seule issue, en fait, à leur situation, ce soit la prison ou la mort. Il n'y a pas de magie où ils vont pouvoir garder leurs enfants. Donc, c'est ce choc-là, en fait, entre le regard naïf des personnages et le monde des adultes cruels qui les entourent, que Spielberg veut dépeindre. C'est vraiment un monde justement de l'Amérique contemporaine, un monde avec des chars et des guns, beaucoup, que Spielberg va dépeindre avec une belle touche satirique qu'on a assez peu vue, en fait, dans son cinéma par après. Il y a une certaine violence dans le film, en fait, même s'il n'y a pas de violence à l'écran vraiment. C'est surtout violent dans la manière, par exemple, que les policiers vont rapidement vouloir tuer les fugitifs sans essayer de penser à d'autres solutions, ou dans l'omniprésence des armes à feu un peu partout. Donc il y a tout le temps cette menace-là qui pèse sur tout le film. La manière que Spielberg va utiliser le road movie, en fait, c'est pour répondre à la violence, à cette violence-là. Contrairement en fait à la tradition du road movie où d'habitude c'est un symbole de liberté, où les personnages se déplacent sur la route pour essayer de s'affranchir de la société, où on vit en marge. Ici, on a plutôt des personnages qui sont en voiture, mais qui se dirigent vers un destin fermé, et où l'intérieur de la voiture devient une prison. Et il y a tout un rythme assez singulier dans le film, parce qu'on alterne, au lieu d'un mouvement continu, mettons, de ville en ville, on alterne entre des scènes de course et des scènes où les voitures avancent presque pas. Parce qu'ils sont justement, il y a une longue file de voitures, donc ils sont pris dans le trafic et ils ne bougent pas. Donc c'est ça, il y a un rythme singulier qu'on ne voit pas d'habitude dans les road movies. Et il y a aussi, tout le long du film, on voit un paquet de voitures brisées, en fait. Les voitures, ils ne marchent pas. Et donc après l'espèce de camion menaçant et meurtrier de duel, là ici on a un autre régime d'utiliser la voiture, en fait, pour faire une sorte de critique de l'Amérique. Le premier plan du film, d'ailleurs, c'est ça? Exactement, c'est le premier plan du film, c'est un char brisé en avant-plan. C'est ça que quelqu'un essaie de réparer. Oui, c'est ça. Et il y a tout un rapport aussi aux médias, le sensationnalisme des journaux, des personnages qui veulent absolument qui sont contents de devenir des héros aux yeux des publics. Et que Spielberg, en fait, va mettre en opposition avec un cartoon qui va être un moment de révélation, en fait, comme vous allez voir pour un des personnages. Donc, il joue un peu avec l'idée qu'une certaine forme artistique de l'image peut comme mener à une révélation, contrairement au sensationnalisme des médias qui sont plus basés sur des mensonges, mettons des falsifications. Donc, c'est là-dedans, en fait, que pour moi, on retrouve vraiment toute l'essence du cinéma de Spielberg, qu'on pourrait résumer plus ou moins comme une manière de retrouver une naïveté qu'on sait qui est déjà perdue d'avance, d'où le ton qui est assez mélancolique de son cinéma en général. Donc c'est ça, la naïveté chez Spielberg, elle ne peut jamais survivre. Et Spielberg, on va regarder dans le film qu'on va voir, il regarde la naïveté se perdre peu à peu, entre autres à travers le regard du chef de police qui suit les personnages, qui est pas mal le point d'ancrage de la mise en scène. Un personnage interprété par Ben Johnson, un acteur de western assez connu dans les années 50-60 chez John Ford. Et donc, il va essayer, lui, il va essayer de trouver un compromis entre justement la naïveté des parents, la cruauté du monde des adultes qui les entourent. Puis c'est vraiment dans cette jonction-là, pour moi, que se trouve le cinéma de Spielberg, et qui est donc déjà tout là dans ce premier film qu'on va voir aujourd'hui. Merci. So far, it's Grand Theft Auto, speed, driving to endanger, you got resisting arrest, threatening an officer, hindering an officer in the performance of his duty, illegal possession of firearms, and assault. By eating in that car, you got kidnapping, that's fast. Je me rappelle qu'il y avait des fusils, mais pas à ce point-là. C'était visionnaire, hein? C'était visionnaire par rapport aux problèmes qu'on aurait avec les armes à feu. Oui, voir ça aujourd'hui, en fait, on le voit, c'est clair. Le tableau qui brosse là, de la société américaine, mais tout le gros Hollywood, la situation américaine, si on veut dire, là, quand
ils se retrouvent à la station essence, puis là, les gens, ils deviennent des Oui, oui, oui. héros, Oui, tu sais, oui, c'est oui. comme... Oui, la réaction du complice est vraiment, oui, vraiment belle, en fait. Il change son discours du moment qu'il se retrouve devant une caméra. Ouais. Tu sais, ça fait comme toute la magie aussi de ce que le cinéma peut apporter, puis le tableau qui brosse des Américains avec leur arme à feu. Ouais, tu sais, c'est vrai. Oui, tout le film se tient dans le contraste entre les deux, en fait. C'est ça, la beauté du regard des deux, malgré leur on peut les trouver idiots, peut-être, je ne sais pas, dans leur décision, mais il y a quelque chose de vraiment beau dans la manière qu'ils regardent le monde, aussi dans leur émerveillement face à peu près tout ce qu'ils rencontrent, qui est tout le temps contrasté, c'est ça, avec les... Comme une naïveté. Mhm. Tu sais. Puis on a l'impression que Spielberg veut Oui, courir avec eux, tu sais, jusqu'au bout, puis à un moment donné, il n'y arrive plus, puis il dit, ben non, mais ça marche pas, tu sais, puis il faut... Le summum, là, c'est quand on la voit dans la petite roulotte, puis qu'il regarde Roadrunner en faisant Ben le, oui. le Mhm. bruitage, c'est comme... Comme C'est deux- vraiment... tout est là, Ouais, dans, c'est beau, dans ça la passe par caricature. un là. cartoon, justement, quelque chose qu'on dirait pour les enfants, mais qui devient quelque chose qui est révélateur pour le personnage. Là, c'est là qu'il comprend qu'est-ce qui se Il y a passe. tout hein. dramatique, là. Ouais. Ouais. Ils ont un petit peu quelque chose de Bonnie and Clyde aussi. Oui, Oui, Une oui, espèce oui. de côté bandit, mais que les gens les aiment. Oui, Ils l'obsession sont pour dans la le cavale, crime, puis puis, qu'il y a comme, on ne sait pas comment ça va finir, puis c'est pas important. Ça fait beaucoup penser à Bonnie and Clyde. Oui, non, effectivement, oui. C'est quelques années plus tard, que probablement, oui, que ça a joué. Ouais. Puis la cascade, ben, l'espèce de crescendo, lui, il fait ça pour elle, l'enfant, pas plus important que ça. Puis elle a fait ça pour l'enfant, lui, pas si important. Tu sais, il y a quelque chose qui est... C'est chacun pour soi, un peu. Oui, il y a... Mais les timbres aussi, des timbres... Hey, comme ça, je hey, pensais quasiment à Michel Tremblay. Michel Tremblay. Tremblay, tu vois, les belles sœurs avec ses timbres. Comme Ah quoi, oui. tout est dans tout, hein? Oui. Oh oui, ça c'est un truc d'époque. Au début, je sais pas, je comprenais pas trop. La première fois que j'ai vu le film, c'était quoi cette obsession pour les thèmes qu'il y avait. C'est encore la société de consommation que... Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il La manière qu'elle est redistribuée à probablement la fin aussi visionnaire. aux personnes. Oui, Ouais. Le pire, c'est qu'on n'a pas changé bien, que la société n'a pas changé bien. Non, ça va pas, non. La musique était de John Williams aussi. Ouais, c'est la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Ouais. Fait que Joel, c'était pas Williams. Non, c'était pas Williams, c'était leur première collaboration, puis après ça, ils ont fait pratiquement tous les films ensemble. Je pense qu'il y a juste 4 ou 5 films, je pense que John Williams n'est pas là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis le directeur photo aussi, c'est lui qui a fait après ça Rencontre du troisième type, Vilmos Zimmerman. C'est un grand nom, en fait. Là, il a fait Deadly Hunter aussi, Scarecrow, puis beaucoup de grands films des années 70, et beaucoup travaillé avec Altman. Donc ça s'appelle un peu aussi dans la palette de l'image. Oui, des images magnifiques. Hein? Oui. Le dernier plan, il est vraiment... Le dernier plan. Là, juste même, puis on regarde le générique, on oublie, puis maintenant on le revoit, puis c'est comme, tu sais, il n'y a plus ses menottes, il y a le soleil. Ah oui, puis les gestes des personnages aussi sont vraiment beaux. La manière qu'il veut reprendre son fusil, mais non, il lui remet dans son étui, puis il dit, tu vas en avoir besoin. Puis, Ça renvoie au dernier plan de duel aussi, hein, avec le coucher de soleil. C'est sa silhouette qui est découpée, il est comme assis sur le bord du ravin. Ou, Ah oui, après que le camion... Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci encore. Tired? I sure am. Not every day hits you ride like this.